Alors, bien, bonsoir. Merci de l'invitation pour essayer de présenter, faire quelques échanges, parce qu'en effet, ça va. On n'a jamais la vérité, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu des échanges. Par la première diapositive que vous avez, vous voyez qu'est-ce que j'enseigne. C'est pas tout à fait dans le cadre du programme, ça fait rien. Voilà. Vous voyez que dans l'Antiquité grecque, il y avait déjà des tablettes. Voilà. Alors, donc j'enseigne l'histoire principalement du TIP au sein du CPNV, et puis je suis responsable de la plateforme pédagogique. Alors pour le moment, on a utilisé Caroline, on va passer à Moodle probablement à partir de l'année prochaine. Et puis j'ai fait les 2 dernières années, enfin l'année passée surtout, cette année un petit peu moins, mais surtout l'année passée, j'ai fait un projet tablette ici dans cette salle, c'est pour ça que vous êtes dans cette salle, avec les classes de maturité plus 100, parce que là on a choisi cette classe parce que c'est là qu'il y avait toutes les branches qui étaient affiliées pendant une année. Et puis, surtout, c'est un projet qui s'est passé sur 2 ans, où l'idée, la première année, c'était de former les enseignants pour l'utilisation des tablettes. Et puis la deuxième, c'était d'utiliser de demander aux étudiants de participer avec les enseignants. Puis s'il y a des questions à ce sujet, je répondrai volontiers. Il y en a un ou deux qui ont un dossier à ce sujet, mais je peux aussi le faire parvenir. Il y a une partie des choses que j'ai utilisées là que je vais vous présenter, mais si vous avez des questions spécifiques, j'y répondrai volontiers, mais ce n'est pas le but principal. Et puis, pour ce soir, j'ai déjà fait pas mal de petits liens avec les outils qu'on va utiliser, puis ça permet aussi de garder une partie des informations avant qu'on le mette sur le site d'Optique. J'ai mis, vous avez une premier lien, parce que simplement c'est un peu plus simple, vous avez des X, Z, machin, etc. Vous pouvez aller sur www.samarcamp.org, et puis en allant depuis là, en fait, vous avez, je n'ai pas mis le lien directement, vous avez en fait quelques sous-catégories, quelques sous-liens, et puis c'est les choses qu'on va utiliser ce soir, puis donc vous pourrez les retrouver en fait tout à l'heure. Alors, vous avez ici, voilà, article. Alors, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ces 4 sous-groupes. Et puis, le premier que j'aimerais que vous utilisiez, et c'est le premier outil que je voulais vous présenter ce soir, c'est Padlet. Je ne sais pas si ça vous connaissez, j'espère pas. Alors, c'est un petit outil très simple qui permet, en fait, de faire un bureau interactif, un tableau interactif. Est-ce que vous avez un code Wi-Fi ou quelque chose? Alors, le problème, c'est qu'il y a un Wi-Fi, mais nos chers informaticiens, étant surtout des informaticiens ayant peur de Poutine, qu'il ait une influence sur l'enseignement au sein du CPNV, et donc tout est bloqué. Malheureusement, je suis désolé, mais ça va changer aussi à partir de cet été. Hein? Ça devrait être Jalette. Oui, c'est en train de... Donc on a un Wi-Fi pour ici, mais avec les numéros MAC, etc. Donc malheureusement... Alors, je reviens sur ma démonstration, donc Padlet. Donc je vous propose pour toute la soirée, mais c'est aussi un outil. Donc simplement, quand vous allez sur le voilà, il suffit de cliquer 2 fois sur la page, puis vous pouvez écrire quelque chose. Donc l'idée, c'est de poser une question. Et ça permet aussi, par exemple, c'est un outil qu'on peut utiliser avec les étudiants, quand on fait par exemple des pédagogies inversées, quand on leur demande un travail à faire à la maison, à regarder, ils peuvent aussi poser des questions là, et après, ils voient les questions des autres, puisque c'est un outil interactif où il y a tous les gens qui ont le lien, et on n'a pas besoin de s'inscrire, on peut aussi s'inscrire, mais on n'a pas besoin de s'inscrire, ça c'est aussi un point qui me paraît important dans les outils qu'on utilise, c'est des outils qui doivent être très simples d'accès. Alors pour les plateformes, c'est autre chose, qu'on va utiliser pendant 1 année, 2 ans ou 3 ans, donc là on va inscrire les étudiants, mais très souvent essayer d'avoir des outils qui soient simples d'accès. Donc ça, là, simplement on peut cliquer 2 fois dessus, puis écrire, poser une question, on peut mettre des photos, on peut mettre des liens, on peut mettre des vidéos dessus. Donc voilà, ça c'est aussi un outil que j'aime bien, même si quelquefois les étudiants ils se disent oh oui, je n'ai pas besoin d'utiliser, je vais poser la question au prof directement lors du cours. Voilà, donc là aussi je vous propose pendant toute la soirée, dès que vous avez une question qui vous turlupine, à la limite on pourrait l'inscrire, puis comme ça on prend toutes les questions à la fin. Alors les autres, alors dans ce
sur cette Padlet-là, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez un élément interactif, on peut jouer, on peut interdire, par exemple, d'accéder à écrire quelque chose, on peut donner les droits, on peut surveiller, par exemple, qu'on valide seulement les choses qui ont été dites, qui ont été écrites, qu'on puisse les valider. Ou bien, on peut aussi justement faire pour que ce soit seulement visible. Et puis c'est les autres Padlets que vous avez à partir de samarkand.org. Vous avez des liens vers d'autres Padlets, et puis c'est les outils que j'aimerais présenter un peu ce soir. Alors, quels sont les critères en fait de choix pour les outils que je vais vous présenter ce soir, ou les outils que j'utilise d'une manière générale? Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a des outils, il y en a, mais c'est juste infernal. Hein. On n'a pas le temps de suivre tous les outils qui sortent, et même pas de les tester. Hein. Alors, il y a un certain nombre de sites qui testent aussi ces outils, dont je me suis mis un ou deux liens là-dessus. Alors, le premier principe, un principe vaudois, mais je pense que c'est un principe qui va s'appliquer de plus en plus. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres cantons, c'est peut-être aussi ce principe-là. C'est l'idée du bring your own device. C'est-à-dire l'idée qu'on ne favorise pas un système propriétaire, mais qu'on ouvre en fait à tous les systèmes. Donc c'est-à-dire que l'enseignant doit penser à ce que les étudiants aient tous les systèmes d'exploitation. Donc pour moi, tous les systèmes, c'est un principe Android, iOS, Windows. Après le reste, donc c'est-à-dire que des outils qui fonctionnent sur des navigateurs, c'est en fait presque l'idéal, parce qu'on est sûr que ça fonctionne dans tous les cas. Donc ça c'est un premier principe, donc vraiment ouvert à toutes les plateformes pour ne pas sélectionner les gens qui auraient plus d'argent parce qu'ils peuvent s'acheter une tablette Apple, etc., etc. Après, le deuxième point, par contre, c'est très important pour les enseignants, ça c'est justement l'expérience des tablettes qui m'a montré, il faut que ce soit simple d'utilisation. Vous avez vu, Padlet, je mets le lien, on clique dessus, on peut l'utiliser. Et puis en plus, alors bon, il y a aussi une question de version, chaque fois qu'il y a en fait on peut aussi s'organiser pour que chaque fois qu'il y a une question, un post-it qui est noté, vous avez une copie mail qui vous indique qu'il y a quelque chose qui a été modifié sur le tableau. Après, il faut que ce soit quand même une certaine sécurité, donc il faut aussi qu'il y ait une certaine stabilité. Il faut que quand je prépare un cours avec une application, il faut que quand je vienne dans ma salle, il faut que ça fonctionne. Alors, l'informatique n'est jamais sûre à 100%, mais quand même, on se rapproche quand même d'une situation où on a peu de bugs. Hein. Donc ça me paraît aussi assez important, donc au niveau des choses qui soient relativement sûres, et donc pas essayer de chercher les gadgets pour les gadgets, mais que ce soit stable. Après, la mise en action rapide, voilà, je me manque la fin de la phrase, c'est l'idée justement qu'il ne faut pas qu'on doive encore créer un compte, s'abonner à ce compte, et puis réaliser pour des choses qui soient utilisables tout de suite. Alors justement, je pense que c'est ça un des points essentiel de l'accès avec les tablettes, c'est justement la tablette, on l'ouvre et puis on l'utilise tout de suite. Alors maintenant, avec les ordinateurs portables qui ont des disques durs SSD, on arrive plus ou moins au même objectif, hein, pour perdre le moins de temps possible, qu'on n'ait pas besoin d'aller en salle informatique où là il faut 5 à 10 minutes, que les gens mettent les ordinateurs en place, etc., etc. Donc que ce soit une mise en action rapide. Et puis, ça c'est une expérience que j'ai eue avec d'autres enseignants. Dans la mesure du possible, il faut que le logiciel soit en français. Ça, on n'y arrive pas toujours. Et puis quand même, l'anglais qu'on demande, qui est utilisé dans la plupart des plateformes ou de ces outils, c'est quand même un outil assez basique. Et puis je pense qu'on peut quand même demander à nos étudiants d'utiliser cette langue qui devient de plus en plus une langue indispensable. Alors, donc voilà, ça je vous ai déjà raconté les questions durant la conférence. Et puis, donc j'ai un petit peu divisé en plusieurs types de logiciels. Donc d'abord, je vous ai présenté donc Padlet, hein, donc on le réutilisera tout à l'heure, puisque j'ai placé les liens par catégorie de ce qu'on va utiliser ce soir. Et puis, donc, un premier groupe d'outils qui me paraissent importants, c'est des outils qui s'adressent à l'enseignant en tant qu'enseignant, quand à la limite, il présente son cours.
ou bien quand ils travaillent d'une manière seule. Donc, par exemple, la possibilité d'utiliser, comme je le fais par exemple ici, c'est utiliser Microsoft Office, là c'est un document PowerPoint, et puis Microsoft Office, on peut maintenant utiliser avec le stylo, avec le doigt, on peut utiliser les éléments interactifs, donc on peut écrire sur la présentation PowerPoint. Je vais vous montrer un ou deux exemples que j'ai utilisés. Et ça, c'est aussi un point extrêmement... C'est un changement, je ne vais pas dire un changement de paradigme, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même un point très important, parce qu'une des critiques qu'on faisait toujours de PowerPoint, c'était le fait que c'était, voilà, quand on avait préparé sa présentation PowerPoint, on ne pouvait pratiquement plus rien modifier. Et puis là, ça permet justement d'avoir tout de suite une interaction. Et puis, par exemple, si on a des cartes ou des éléments de texte, etc., on peut tout de suite le mentionner. Et ça, c'est un point qui paraît important. Et ça montre justement que, à la limite, on n'a pas besoin de ces magnifiques tableaux, ça c'est aussi un, mais je trouve que ça ne fonctionne pas très bien, c'est les tableaux interactifs. Parce que là, on fait la même chose qu'avec un tableau interactif, sauf qu'on est beaucoup plus souple qu'avec un tableau interactif. Il y a peut-être des fanatiques de tableaux interactifs. Non, mais non, ils viennent de les installer. Mais chez nous aussi, justement, il y a Yverdon, une grande partie de ces tableaux interactifs. Si on prend le coût d'un tableau interactif par rapport à une installation entre guillemets normale, ça, voilà. Alors c'est peut-être un sujet qu'on pourra discuter. Mais vous enregistrez après vos modifications là? Alors, justement, c'est ça qui est maintenant un avantage, c'est que quand c'est terminé, il vous pose la question si vous voulez sauvegarder les adjonctions que vous avez faites par écrit ou bien pas. Et c'est ça, c'est un point qui paraît justement très très important. Alors, j'ai bien compris, et justement je pense que c'est un élément essentiel, hein, c'est que les TIC doivent servir à la pédagogie. Et donc, on est dans un monde où nos étudiants on est un monde multimédia, un monde interactif, hein, avec Facebook, avec tous les outils qui sont à disposition, puis un monde chargé de beaucoup d'informations. J'ai mis encore trop, parce que ça, je pense qu'en effet c'est un problème. Après, il y a la question tablette ou ordinateur portable. Alors là, je vous donne justement un petit peu une conclusion de ce que j'avais fait comme expérience avec ce projet tablette. J'ai été probablement un mauvais enseignant parce que je ne suis pas arrivé à motiver suffisamment les étudiants à acquérir une tablette. Parce qu'on a bien sûr, comme l'école n'a pas d'argent pour acheter des tablettes, on a laissé le choix aux étudiants, c'est soit tablette, soit ordinateur portable, soit rien du tout. Parce que alors, on arrivait à plus ou moins, la première année, on est arrivé à peu près à 60% d'étudiants qui ont acquis une tablette. Il y en avait 20% qui avaient un ordinateur portable et puis 20% qui n'avaient rien. Donc, se dire qu'aussi en tant qu'enseignant, je vous montrerai un logiciel, le dernier logiciel que je vous montre aujourd'hui permet aussi ce genre d'activité, d'exporter, de faire un PDF pour ne pas prétériter les étudiants qui n'auraient pas d'ordinateur. Et puis la deuxième année, donc cette année maintenant, depuis l'année passée jusqu'à maintenant, la tendance est même un petit peu inversée, c'est-à-dire qu'il y a peu qui ont acheté une tablette, la plupart ont un ordinateur portable. Hein. Je peux comprendre les étudiants, bien sûr, une tablette oblige plus ou moins d'avoir aussi un ordinateur. Et donc, pour des questions financières, ils ne peuvent pas avoir les deux, et donc ils vont mettre leur accent sur l'ordinateur portable plutôt que sur une tablette. Mais je reste persuadé que la tablette a des gros avantages, entre autres en termes on peut l'utiliser pendant toute une journée sans devoir recharger. Ça permet aussi de lire plus facilement, ça permet de faire souvent des activités avec des stylos qui sont quand même plus logiques, mais voilà, ça c'est peut-être un débat d'église. Après, dans les réflexions préliminaires, je pense de plus en plus on est confronté à des étudiants qui veulent être des acteurs et pas simplement des spectateurs de leur formation. Et donc là, justement, les outils que je vais vous proposer essayent d'aller un petit peu dans cette direction. Et donc, il y a bien sûr la question, quel est le rôle de l'étudiant, de l'enseignant, pardon. Alors, je vous ai dit que j'avais divisé les applications, c'est dans la formation que j'avais faite pour les enseignants, j'ai divisé en 3 grands groupes. Un groupe, alors dont je ne parlerai pas ce soir,
c'est des applications spécifiquement pour les enseignants quand ils travaillent à la maison, c'est-à-dire collecter des informations, échanger des fichiers, etc. Donc je pense à des outils que vous connaissez, Evernote, Dropbox. Voilà, donc c'est des choses qui permettent à l'enseignant, à la maison, c'est un peu, Evernote c'est un peu comme OneNote, ça permet de collecter des informations, de copier des sites internet, de prendre des notes, de les classer sous forme de mots-clés ou de dossiers. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ça permet aussi d'afficher à l'écran des présentations, des pages. Donc ça c'est pour collecter les informations, pour que l'enseignant travaille seul à la maison, pour mieux préparer son cours. Et je pense que c'est aussi des outils qui sont utiles pour les enseignants pour améliorer leur confort et leur préparation de documents. Donc ça, j'en parlerai pas ce soir. Deuxième type de groupe d'applications, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Par exemple, OpenOffice avec Online, bien l'idée d'annoter des fichiers PDF, hein, au lieu d'utiliser un rétroprojecteur, vous voyez que ça existe encore. Il y a des enseignants qui sont très contents d'avoir un rétroprojecteur. Et puis en fait, mais là aussi, il faudrait pratiquement mettre ça par la fenêtre et puis forcer les gens à utiliser des tablettes parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. On peut récupérer les informations, les distribuer directement aux étudiants par la suite, tandis que là, l'étudiant doit prendre note lui-même, etc. Donc, il y a les visualiseurs aussi. Vous entendez quoi? Nous, on a des visualiseurs à l'école. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est ça, mais moderne. Oui. Donc on peut poser un livre, la page d'un livre qui est projeté à l'écran. Ah oui, d'accord, oui, je vois. On peut poser un okay. truc par tu pourras noter, mais on peut aussi enregistrer ce qu'on a annoté sous forme de fichier. Ok, d'accord. Oui, moi je me souviens qu'il y avait ce genre d'outils qui existaient. Alors, troisième groupe, et c'est ce qui m'intéresse un peu ce soir, même si j'ai déjà présenté une des choses dans cette direction-là, c'est les applications pour travailler de manière interactive avec les étudiants. Donc là, deuxième groupe, l'idée c'est, comme je l'ai fait tout à l'heure avec OpenOffice, c'est que je suis là, je présente mon cours, ou bien je fais comme avec le rétroprojecteur. Donc c'est là, je suis en tant qu'enseignant dans la classe, mais relativement passif par rapport aux étudiants. Relativement passif, j'ai dit qu'il y avait quand même une certaine interactivité avec Office Online. Le troisième groupe, ce qui m'intéresse ce soir, des applications qui travaillent de manière interactive avec les étudiants, il y a les mots-clés interactivité, puis un peu pédagogie inversée. Voilà, c'est un petit peu... Mais vous verrez que ces groupes sont quand même assez fluctuants. Alors, donc j'ai voilà, l'outil classique voilà, que les enseignants n'utilisent pas suffisamment, à mon avis, justement c'est Microsoft Online avec justement le stylo, comme je l'ai montré tout à l'heure. Puis là, je vais tout à fait un exemple où là j'ai fait avec une annotation qui a été gardée après. Donc là, on peut garder les informations, et puis ça, on peut mettre à disposition sur le serveur, sur la plateforme de l'école à la fin du cours, et puis l'étudiant, il a à disposition ce document par la suite. Voilà. Et donc là aussi, hein, je peux annoter, continuer à annoter les choses, et puis faire les liens avec voilà, le palais le fort rouge. Voilà. Je reviendrai dans la soirée 2 ou 3 fois sur les Moghols. Mais là, votre fichier, vous l'avez travaillé avec quel logiciel? Alors là, je suis tout bêtement avec Microsoft Office. Donc Office 365, on peut le mettre sur des tablettes, on peut le mettre sur... et puis ça permet d'écrire directement. Donc là, on est vraiment en situation tout à fait simple. Et c'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des outils très simples qui sont à disposition, qu'on peut utiliser, qui permettent justement de mettre en place des éléments interactifs sans besoin d'apprendre des tas de choses extraordinaires. Et ça fonctionne avec les tablettes ou bien sur un écran d'ordinateur? Alors sur un écran d'ordinateur, ça fonctionne aussi. Oui, d'accord. Vous pouvez, il faut utiliser Microsoft Online. Oui, avec la souris. Alors là, justement, c'est là de nouveau que la tablette, à mon avis, a un avantage par rapport à l'ordinateur portable, c'est que c'est justement le tactile. Alors il y a aussi des ordinateurs portables qui sont tactiles maintenant de plus en plus, mais avec les stylos, ça permet d'être quand même extrêmement précis. Alors, les trois outils. Alors, ceux qui veulent, vous pouvez donc prendre maintenant donc vous avez sur la deuxième
sur le deuxième Padlet qui s'appelle voilà, site pour créer des QCM et tests. Donc toujours en partant de samarcom.org, vous arrivez en fait ici. Là, vous ne pouvez pas mettre de commentaires. Voilà. Et puis là, vous avez justement quelques liens vers certains sites qui vous permettent justement de faire des QCM plus ou moins intelligents. Voilà, c'est des exemples de sites pour créer des QCM. Voilà, exemple de site pour créer des ICM et tests. Alors, je commence par un classique, Socrative. Peut-être que vous connaissez, là aussi, il y a des applications gratuites pour les différentes tablettes qui sont à disposition. Et donc là, il y a le mode étudiant, puis il y a le mode teacher, le mode enseignant. Et donc là, il suffit de, par exemple ici, ce que j'ai dit, la simplicité. Hein, j'ai préparé un QCM, donc vous pouvez mettre votre nom, et puis vous pouvez répondre aux questions. Voilà. Quelle mesure alors, ça peut être justement une évaluation à la fin d'un cours. Hein, je vous montrer aussi encore un autre exemple. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très très bien avec ces outils. On peut faire une petite évaluation formative à la fin de la leçon pour savoir si les étudiants ont compris les concepts de base du cours. Et là, à nouveau, en 2 minutes, au fur et à mesure que les étudiants sont habitués à ça, ça se fait vraiment sans problème. Puis on peut faire une petite évaluation. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont trouvé intéressant le cours? Vous savez qu'on est de plus en plus... on nous demande par la hiérarchie de plus en plus de fournir des attestations, des évaluations, des sondages sur ce que les étudiants pensent de nos cours. Voilà, donc on peut très bien... voilà. Et puis, voilà, qu'avez-vous appris pendant ce cours? Voilà, on peut répondre. Et puis, troisième question, voilà, répondre aux questions. Est-ce que vous avez pu répondre aux questions de l'enseignant? Voilà. Et après ça va être, comme on a le nom quand même de la personne, on peut dans la base de données après, en tant qu'enseignant, on peut aller voir toutes les réponses des étudiants. Mais le questionnaire, vous l'avez créé directement sur ce logiciel-là? Oui, tout à fait. Mais pas celui-ci. Celui-ci, c'est le billet de sortie qui est par défaut. Oui, alors il y a des choses par défaut qui existent, mais on peut aussi les modifier puis les mettre en place. Il y a déjà des questions. Il y a déjà des choses qui existent. Voilà. Mais on peut modifier sans problème. Ce questionnaire qui vient de prendre, c'est le billet de sortie, comme on appelle. C'est-à-dire, ces 3 questions, tu n'as rien besoin de préparer. Tu prends ce questionnaire et ces 3 questions, elles sont utiles, elles sont adaptables à n'importe quel Après, cours. tu changes le texte. Non, même pas. Non, ces 3 questions, si tu as pris juste à les regarder, la première question c'est qu'avez-vous appris dans ce cours, enfin, comment vous son cours. Donc ça, c'est le billet de sortie, c'est juste utile à la fin de ton cours pour voir qu'est-ce qu'ils en ont retenu et quelles sont les grandes lignes qu'ils ont appréciées ou pas. Mais si vous voulez rajouter des questions, vous pouvez le faire sur ce logiciel. Oui, tout à fait. Et puis autrement, on peut, alors j'ai d'autres exemples. Je vous le mettrai encore. On peut faire des questionnaires pour des évaluations formatives. Hein. Les réponses, on les voit comme... Oui, c'est sous forme graphique aussi, ouais, tout à fait. Et sous Excel aussi. Et puis on peut les exporter sous format Excel. Ouais, PDF aussi, parce que moi je fais des sommatives avec ça. Ouais. Et puis en guillemets, moi j'ai fait une évaluation sur le public-postage et formulaire. Je l'ai fait comme ça. Ils ont fini la première partie du test en public-postage et formulaire. Pendant qu'ils faisaient sur le public-postage, et pendant qu'ils faisaient le formulaire, j'ai imprimé et j'ai donné la note quand ils avaient fini. Parce qu'on peut avoir le corrigé si c'est du... Ouais, ça doit être c'est pas du choix. Voilà. C'est des questions C'est QCM, hein, c'est du QCM. Voilà, voyez, ça se présente. Mais on peut faire des questions ouvertes, simplement on ne peut pas avoir le résultat. Oui, mais c'est de la théorie, c'est pas complètement. C'est pas la pratique. Et puis ça peut varier. Moi j'ai fait sommatif. Ouais, moi aussi j'ai fait ça. Et puis je les ai distribués dans la salle, les prenez votre appel, ok, numéro de classe, parce qu'il y a une classe à marquer, les questions étaient aléatoires, en random. Ils ont fait tac tac, ils voyaient leur nom, le pourcentage de leur note. Avec ce logiciel-là? Oui, justement. Alors, donc là, il y a une version gratuite qui permet de faire avec une classe. Et maintenant, la version professionnelle, on peut organiser plusieurs classes. Parce que l'idée aussi, bien sûr, c'est éventuellement de faire des choses à la maison.
Alors c'est payant, alors. Il y a une partie, alors je pense que c'est un petit peu c'est-à-dire c'est un peu la généralité de beaucoup de logiciels actuellement. Vous avez une petite partie qui est pour les fonctionnalités de base ou avec un nombre limité de personnes qui est gratuit, et puis d'autres, puis dès qu'on veut l'utiliser un petit peu plus, on a une version payante. Là j'ai la version payante. Oui, j'ai pris une version payante, parce que justement comme je teste beaucoup. Mais là aussi il faudrait voir si après, au moment où c'est beaucoup utilisé, c'est vraiment par plusieurs classes, là il faut que ce soit pour une version pour l'école, pour que ce soit tous les enseignants puissent utiliser ça. On peut donc faire aussi une version gratuite avec plusieurs personnalités, vous faites une seule classe, vous faites au même plusieurs moment. tests. Oui. Après, vous activez les textes en fonction voilà. dès que vous voulez. Et qu'on peut pas activer plus qu'une en même temps. C'est ça là, avec ce logiciel. Si on veut plusieurs classes, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs classes, vous voulez par exemple leur demander de faire à la maison. Par exemple, je trouve assez intéressant quelquefois de faire un test pour préparer un test par écrit, pour qu'ils puissent voir s'ils ont compris les idées de base, s'ils ont connaissance suffisante de la matière. À ce moment-là, c'est sous forme un peu de jeu, pour préparer le test. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs classes, parce qu'on a peut-être plusieurs sujets différents, plusieurs tests en même temps. Donc, mais autrement, pour des choses ponctuelles, avec une classe, ça suffit largement. Enfin, avec une classe à la fois, ça suffit largement. Et les fichiers, parce que chacun a son fichier, qu'est-ce que le fichier devient? Non, parce qu'après nous, si on est enseignant, on reçoit, on exporte un PDF ou un Excel. Les élèves qui reçoivent, non, ils ne sortent pas parce que c'est anonyme. On peut leur faire envoyer. Tu peux leur faire envoyer leurs résultats. Tu peux paramétrer dans le test. Tu vois leurs réponses, parce que par exemple, ici, je pourrais supprimer les. Je peux supprimer les prénoms, par exemple. Comme ça, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas voir. Puis au lieu de leur demander d'ouvrir tout ça sur le portable, ils pourraient le faire sur l'ordinateur. Ah oui, à l'école aussi. D'accord. Ou sur les téléphones. Je vois, il y a des applications spécifiques. D'accord. Donc, ils n'ont qu'à entrer le nom de la classe. Et puis, c'est un inconvénient, moi, que je vois, c'est le fait que si on donne à la maison à faire un quiz en révision ou en classe en accès, on est obligé d'activer, d'ouvrir. Là, M. Holgobert, il a ouvert pour qu'on puisse faire le test et il l'a fermé, on ne peut plus y aller. Alors, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Parce que moi, si je donne à faire à la maison, il va le faire quand il veut. Quand il veut, lui, Et moi, je ne voudrais pas être de 6h à 8h de cliquer pour lancer mon truc. Et ça, je trouve, c'est l'inconvénient. Mais ça peut avoir un aspect positif, mais pour moi, de temps en temps, c'est négatif. C'est négatif. Mais par contre, encore une question par rapport à monsieur. Dans sa classe, quand il a fait le test, vous êtes allé chez les élèves et vous avez regardé leurs résultats sur le téléphone et vous les avez notés depuis là? Non. Non. On va direct remontrer voir le résultat. Parce que moi, je viens de faire la réponse avec le téléphone. Comme ça, donc ils voient direct. Oui, ou ils ne voient pas, c'est égal. Puis après, effectivement, ça peut générer un rapport, ce qu'on appelle, avec directement les réponses. Et puis, ce qui marque leur nom et leur prénom au départ. Oui. Théoriquement, ils pourraient éventuellement tricher en mettant le réponse de l'un pour l'autre. Voilà, on peut déjà commencer par le formatif. Voilà, exactement. C'est formatif, c'est pas possible. Ça surprend tellement. Ils jouent pas. Ouais, ça je veux bien. Alors, dans les types de questions, alors ici, vous verrez que je montrais d'autres logiciels, il y a plus de possibilités. Là, on peut faire choix multiple, vrai, faux, ou réponse courte. D'accord. C'est aussi parce que avec le téléphone, là, vous ne pouvez pas tellement faire des dessins ou des choses comme ça. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Mais ça, c'est vraiment simple d'utilisation. Le jeu est aussi très sympa, on peut faire des équipes. Et puis du coup, on voit des fusées avancées, c'est ceux qui répondent le plus vite possible aux questions justes. Oui, donc ça c'est spécifique. Ça permet vraiment de donner de la motivation dans la classe. Voilà, deuxième logiciel que je vais vous présenter, alors celui-là il est payant, mais il a l'avantage après d'être intégré dans plusieurs autres logiciels. Il s'appelle Book Widget. Alors je vous donne un exemple. Là aussi, vous pouvez vous connecter. Comment vous avez dit? Book Widget. Il y a le lien vers l'entrée principale du site. Donc là aussi, là j'ai pris un petit peu pour quelqu'un qui apprend le français. Voilà. Mais simplement, je montre un peu les différentes possibilités que ce logiciel permet. Voilà.
par exemple, là, on peut avoir plusieurs réponses possibles. Oui, c'est pas grave. Il y a un deux pièges, voilà. C'est pour ça. Voilà, là par exemple, c'est quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Il faut ajouter une image pour répondre à la question. C'est-à-dire que là, on devrait sélectionner sur sa tablette ou sur son ordinateur une image qui répondrait à la question. Voilà, donc là, par exemple, on demande de représenter une maison. Voilà. Après, connecter les mots. Donc, par exemple, là, voilà, je suis, voilà, tu es, il a, j'ai mis avoir et être, voilà. Nous avons, vous avez, ils sont. Voilà. Donc là, connecter des mots, et là aussi c'est extrêmement simple à mettre en place de ce côté. Après, des textes à trous. Voilà. Donc là, on pourrait faire des choses beaucoup plus longues, c'est juste un exemple. Et puis, la possibilité de dessiner. Oula. Donc là aussi, par exemple, quelqu'un qui veut de l'anglais apprendre le français, voilà, il faut dessiner un cheval. Alors moi, je dessine très très mal. Voilà. Exactement. Mais ça veut dire que simplement pour montrer les possibilités interactives. Et puis, voilà, là, c'est un peu pour aussi aller plus loin. Il faut décrire les parties qui sont à noter. Voilà, donc là, par exemple, qu'est-ce que vous mettriez ? Donc là, ça permet, par exemple, justement pour notre formation, quelquefois on doit savoir des mots dans certaines formations, ça permet de faire des choses assez importantes. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Je sais pas, c'est juste la petite... voilà, la petite tour, là. Voilà, donc c'est un minaret. C'est juste la partie. Ah, la première partie. Non, c'est quand même pas trop dans le détail. Voilà. Voilà, là on a quoi ? Coupole, voilà. Coupole. Voilà, là c'est un peu plus difficile. Là c'est un arc. Il y a un arc avec un adjectif. C'est un arc perçant en fait. Voilà, et puis là, bon voilà, juste le vêtement terrasse, voilà. Et puis après, on soumet et on envoie, alors on peut mettre le mail de l'étudiant, et puis ça envoie à l'enseignant directement les réponses. Voilà. Ici, il y a quel prix C'est moins de 100 francs. Comme ça. Par année, oui. Ça c'est un élément qui est assez fréquent pour ce genre de logiciel, c'est par année. Puis après, l'étudiant, il a quand même tout de suite les réponses. Ah, d'accord. Donc vous voyez, là, il a en vert, il a tout de suite les bonnes réponses. C'est un peu comme Mais ça veut dire qu'en plus, l'enseignant, il a une copie de la réponse de l'étudiant. Il reçoit le jeu, l'étudiant reçoit sur son mail les corrections directement. Alors, oui, je crois, je ne suis plus tout à fait sûr, il faut que je vérifie. C'est-à-dire que tout ça, on peut régler, quoi. Mais l'enseignant, lui, il reçoit, c'est ça qui est important aussi. Est-ce qu'on peut rajouter une audio pour la correction ? Alors, pour la correction, je ne sais pas, il faudrait que je vois, je ne sais pas. L'avantage, là, on est dans des logiciels qui sont, je vais vous présenter un autre qui va un peu dans la même direction, où on peut en fait après intégrer, par exemple, dans un livre de EPUB, par exemple. Je vous montrerai un exemple tout à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser plusieurs fois, et on peut, par exemple, aussi travailler en réseau avec les enseignants. Et donc, on peut envoyer, par exemple, ce questionnaire à un autre enseignant qui va pouvoir le réutiliser. Et bien sûr, cet autre enseignant veut aussi avoir le logiciel. Mais le logiciel, c'est que pour l'enseignant, en fait. Le logiciel, c'est que pour l'enseignant. Puis là, de nouveau, l'étudiant n'a pas besoin de s'inscrire. On peut, il est, avec le lien, il arrive directement sur... Ou bien, il y a un code
Le prof doit donner le code, voilà, donner voilà, le lien, code. en fait, c'est ça. Exactement. Il y a plusieurs possibilités aussi de mettre des mots de passe, etc. etc. Je parle de logiciel, on a dit c'est un logiciel qui tourne online. Exactement. Online, mais on peut aussi le mettre sur des tablettes. Mais en fait, grosso modo, c'est online. Où tout est sauvegardé online. Et puis aussi le résultat. C'est un peu le problème. Pardon? La confidentialité. Ah bah ça c'est pas fort, hein. Ouais, c'est clair. Voilà, le logiciel, c'est comme ça. Hein. Donc, par exemple, là, j'ai mis widget. Et puis, voilà, donc celui qu'on vient d'utiliser, c'est exemple tablette. Là, je peux, par exemple, ici le modifier. Donc là, j'ai les questions avec les réponses. Je peux modifier. Ah, bah, ça, c'est plutôt, je pense, audio pour ajouter un fichier audio pour écouter. Donc, pas pour les réponses, mais pour les... Parce que votre question, c'était pour les réponses. Pour les réponses... Pour des enfants handicapés. Oui. Donc pour les réponses, pour qu'ils puissent donner les différentes réponses. Oui, alors je pense que ça doit être possible. Il faudrait que je teste vraiment, mais là il y a un truc pour l'audio. On peut choisir le fichier audio. Donc là il faudrait voir peut-être... Si c'est sur iPad, on peut très bien, au niveau de l'accessibilité, dans les paramètres de l'iPad, choisir la lecture. Oui, la lecture du texte sous forme audio. Ouais. Oui. Alors ce logiciel, il permet quand même d'avoir beaucoup de possibilités. Il vous donne des exemples. Alors, donc il y a des choses très très interactives. Donc par exemple, il y a des... oui, les trucs un peu classiques. Donc il n'y a pas que sous forme de test, mais aussi la possibilité de mettre des choses un peu sous forme continue, comme ça. Voilà. Des images sous forme différentes. Il y a des tests un peu plus avec la musique, avec... on peut aussi par exemple faire des choses sous forme totalement aléatoire, et après faire des phrases aléatoires, et puis l'étudiant doit répondre à la question, doit faire un texte par rapport aux propositions aléatoires qui lui sont données. Donc ça c'est, je trouve, et puis voilà, il y a des hangman, des mots croisés, donc au niveau, c'est assez joli, et puis il y a beaucoup de possibilités. Puis après on peut l'utiliser dans différents autres logiciels, mais on peut aussi l'utiliser, comme je l'ai présenté là, de manière indépendante, et puis on peut réutiliser, travailler avec d'autres enseignants. Donc c'est un outil qui est quand même très souple, il y a toujours des nouveaux widgets qui sont ajoutés. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez joli, qui permet de faire des choses. Puis on peut faire par exemple aussi des cartes, on peut des images, un peu comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec le Taj Mahal. On peut aussi d'abord former les étudiants à cliquer sur des endroits pour faire approcher montrer une autre carte, etc. etc. Voilà, donc ça, vous avez aussi le lien sur le logiciel directement, donc si vous voulez voir, vous avez aussi des informations. Donc là, j'ai mis, par exemple, là, donc, quand vous êtes sous site, vous avez ici exemple, voilà, donc là vous avez le site ciblé général, je vais le mettre un peu plus général, parce que là, la connexion directe, je m'excuse. Voilà, donc là, vous explique un petit peu tout comment ça fonctionne. C'est le site générique. Il n'est pas en français, là. Alors celui-là, il est, sauf erreur, pas en français. Non, je crois qu'il n'est pas en français. Après, alors il y a d'autres... alors je ne vais pas le faire ce soir, mais vous pouvez éventuellement tester aussi d'autres. Il y a GoConquer, qui permet aussi de faire des sites, aussi des tests de type QCM. Là, ça c'est un logiciel qui est gratuit. Pardon? GoConquer. Puis là, ben voilà, si vous avez un petit peu de la publicité, voilà. Et là aussi, on peut répondre tout de suite aux questions, voilà. C'est comme Socrative. Hein? De la lignée Socrative. Voilà, c'est la même lignée que Socrative. C'est aussi assez joli, vous voyez. Mais c'est... voilà, je vais un peu vite, tout simplement. Donc ça, c'est tout à fait... je réponds vraiment au hasard. Hein. Puis là aussi, on peut ajouter des choses un petit peu plus évoluées. Par exemple, là, comment ça s'appelle, des Goulab les plus connus. En cliquant là-dessus, on peut sélectionner le nom. Donc là, par exemple, on pourrait mettre plusieurs points sur cette carte. Voilà, donc, et puis
puis après, à la fin, on a aussi toutes les réponses. Voilà, donc ça c'est aussi un qui existe, mais voilà, il faudrait voir en fonction de ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui peut être le plus actif, le plus productif. Pardon. Alors, il y a un autre, alors je l'ai mis ici, mais en fait il fait partie plutôt d'une autre catégorie, mais vous allez le retrouver sur l'autre aussi. C'est une catégorie qui permet de faire des QCM à partir de vidéos. Donc là, un exemple avec une vidéo. Alors, vous avez en fait, ça se passe de la manière suivante, vous intégrez votre vidéo à partir de YouTube, et puis vous avez la possibilité d'ajouter des questions. Et quand l'étudiant va voir, là il va avancer, puis il va arriver, j'étais peut-être un petit peu trop loin, voilà, il va arriver, et puis il ne va pas pouvoir avancer tant qu'il n'a pas répondu à la question. Donc l'avantage... En conséquence de Locarno, l'Allemagne est admise au sein de... On sait que quand on donne des vidéos à nos étudiants, très souvent ils font 15 minutes de choses à la maison, voire même en cours, donc ça les oblige à avoir une certaine attention. Le pacte Briand-Kellogg, conclu dans l'enthousiasme général, marque la fin de l'après-guerre. Et puis on peut aussi avec... 10 années se sont écoulées depuis l'armistice. Un avenir de paix paraît durablement assuré. L'ère de la sécurité collective semble s'ouvrir pour le monde. Mais la question s'affiche. Elle va s'afficher automatiquement. Voilà, il n'y a pas encore. Elle va s'afficher automatiquement. La vidéo va s'arrêter. Voilà, la vidéo s'arrête. Et à droite, vous avez les questions. C'est chouette. Et s'il répond faux, ça n'avance pas, quoi. Oui, c'est-à-dire que voilà, on va essayer de répondre faux. Voilà. Mais on peut aussi skip, on peut skip, donc on peut sauter. Mais voilà, mais ça force quand même un petit peu l'étudiant à se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai regardé jusqu'à maintenant pour essayer de répondre à la question. Et vous utilisez dans vos cours Alors je le fais par exemple en pédagogie inversée. Je vous montrerai un truc que j'ai fait sur le stalinisme où j'utilise un peu ce genre d'outils. Et puis la réponse, donc elle est directe. Alors réponse, elle est sauf elle est directe. Oui. Ouais, d'accord. Oui, donc, et là, vous avez aussi des stats derrière non, parce que là, alors oui, on pourrait, mais simplement à ce moment-là, il faudrait que l'étudiant s'inscrive sur le site pour qu'on sache. Mais là, c'est nouveau formatif. Ce qu'on veut, le but, c'est que l'étudiant se concentre sur la vidéo. Et ça, c'est gratuit aussi? Ça, c'est gratuit aussi. Oui, tout à fait. Alors, je vous présenterai un autre logiciel qu'on peut intégrer justement à des plateformes style Moodle qui peuvent faire la même chose. On peut aussi, par exemple, sauter en minutes d'un endroit. Du coup, moi j'utilise TED-Ed, mais TED-Ed, pour moi, il est dérangeant parce que l'élève doit s'inscrire avant pour pouvoir l'utiliser. Oui. Du coup, celui-ci part. Justement, j'ai cherché longtemps avant de trouver quelque chose. Ouais. On n'a pas besoin de s'inscrire. Ouais. Non, parce que alors c'est juste... Mais tu t'inscris à chaque fois que tu te connectes? Non. Au moment où on s'inscrit une fois, puis on a un compte, puis on peut créer des classes, puis à ce moment-là, on peut le renvoyer. Mais là, j'ai même pas besoin de créer de classe. Le but, c'est... Et puis on peut très bien imaginer qu'on pose encore après, quand l'étudiant a vu toute la vidéo, avec Socrative ou avec d'autres, composer. Mais là, on est au milieu d'une vidéo, donc je pense que c'est pas mal. L'étudiant, il s'arrête, il réfléchit, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il a dit, et puis il répond. Bien voir qu'il y a pas miracle. On est obligé d'être sur un site particulier pour voir ces vidéos. Il y a notamment le produit Camtasia qui permet de faire des vidéos. Et si on va sur Streamcast, qui est leur produit, on peut faire des vidéos qui envoient automatiquement les réponses par mail et qu'on peut intégrer directement sur YouTube. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle, on ne peut pas les mettre sur YouTube et puis poser des questions. Pas de ma connaissance. Bien que là, ils prennent, ils copient même pas la vidéo de YouTube sur leur site, ils mettent une couche par-dessus. Ouais, mais tu passes par leur... Ouais. Alors il y a aussi la possibilité pour certains de mettre une vidéo qu'on a enregistrée soi-même. Donc on peut aussi mettre la vidéo sur YouTube et puis la reprendre. Est-ce qu'on peut l'intégrer dans l'iframe? Alors celui-là pas, mais l'autre, le H5P que je vais vous présenter, on peut le faire.
Donc ça, je trouve que ça, c'est des outils très très simples à utiliser. On clique à l'endroit où on veut, il y a un menu qui apparaît, puis on dit, on peut mettre les questions, puis on dit est-ce que veut que la vidéo s'arrête ou bien pas, par exemple, et puis après c'est fait. Donc c'est vraiment très basique comme utilisation. Voilà, donc ça, si je reprends maintenant donc ça c'est l'exemple que je viens de faire, je l'ai mis aux deux endroits. Et puis là vous avez H5P, et là en effet on peut le mettre dans un iframe. Parce que là c'est en fait du HTML5. Donc là vous avez c'est le même type de logiciel. Mais je le trouve un peu plus évolué celui-là, puis celui-là on peut l'intégrer directement dans Moodle par exemple. C'est un plugin. Puis on peut faire des tas d'autres choses, pas seulement ça. Et puis là, on peut, par exemple... a également donné lieu, dès son déclenchement, à l'épisode le plus barbare et le plus inouï de toute la guerre. Le massacre total, systématique et bientôt scientifique de la population juive. Voilà, par exemple, là aussi, voilà la question, comment s'appelle l'opération, etc. C'est bien sûr pas Cornet Bif, mais à rapport à ça, je m'excuse, je lis mal mes questions. Voilà. Donc on peut même mettre deux questions, vous voyez, je peux mettre deux questions à la suite. Et après, je peux continuer. Voilà, les réponses tout de suite. Et puis ici, on peut aussi, par exemple, c'est assez intéressant ici, on peut par exemple ajouter aussi des liens web ou ajouter des images. Donc là aussi, en tant qu'enseignant, on peut mettre une plus-value sur la vidéo qui existe déjà et mettre des informations complémentaires pour que l'étudiant, ça c'est justement pour la pédagogie inversée, pour encore mettre plus d'informations. Et puis par exemple, la possibilité, ça peut être intéressant quand on prépare un cours, au lieu de faire comme là je l'ai fait un petit peu, on perd du temps pour retrouver le début de la séquence, etc. Moi, je peux programmer, et puis je peux mettre des menus pour dire je vais tout de suite à la minute 7, si je veux présenter quelque chose aux étudiants. J'arrive, vous voyez, tout de suite à la minute 7. Ça, c'est aussi des petits outils qui sont utiles aussi pour l'enseignant, pour que son cours soit plus efficace. Alors, ce logiciel H5P, là, je vous ai présenté la partie de vidéo interactive, mais on peut faire des tas d'autres choses, un petit peu comme Widget Books, là, tout à l'heure. On peut faire des questionnaires, on peut faire des jeux, on peut faire vraiment, il y a énormément de possibilités qui existent. Hein, voilà, ça c'est la première page du site. Vous voyez, on peut faire aussi des cours, on peut faire donc c'est ce qu'on vient de voir, les vidéos interactives, des jeux de mémoire, on peut faire un chat vidéo, on peut intégrer un chat vidéo, des espèces d'accordéons pour pouvoir présenter par exemple le cours, des quiz arithmétiques, des charts, des collages, on peut faire des documentations, des mots, drag and drop, on peut faire vraiment des tas de choses, des hotspots d'images pour dire, voilà, quand on a une image globale, voir cet élément-là, etc., pour voir par exemple les symboles d'une image, etc. Donc là aussi, c'est un logiciel extrêmement riche, il est totalement gratuit. Et puis en plus, pour ceux qui ont Moodle, on peut intégrer un plugin dans Moodle, et puis on ne voit même pas qu'il faut utiliser ce logiciel, on clique dessus, puis ça apparaît, quoi, quand on ajoute un groupe. Il est en anglais celui-là. Alors celui-là, il est en anglais, oui. Justement, j'essaye dans la mesure du possible de... Mais quelquefois, on n'arrive pas. Et puis là, c'est avec du HTML5, puis l'HTML5, c'est le langage qui est actuellement le langage d'avenir pour ce genre d'outils à l'intérieur. C'est ce qui remplace Flash, si vous voulez. Flash est en train de disparaître parce qu'il y avait des tas de troubles, c'était propriétaire comme système. Il y a Adobe qui avait, et maintenant c'est l'HTML5 qui reprend. Ça a beaucoup d'avantages, par exemple, ça s'adapte très facilement aux différents formats des tablettes et des écrans, si vous voulez. Et puis là, on peut justement faire un line-in pour intégrer ailleurs. Donc ça, c'est aussi un avantage. Donc on peut aussi le réutiliser facilement. Vous voyez, des questionnaires. C'est vraiment, on peut par exemple, il y a un exemple où on a un texte où il faut cliquer sur les mots. Par exemple, imaginons tous les mots d'oiseaux qui sont dans le texte, dans une autre langue. Puis on clique sur les mots, et puis ça permet de répondre aux questions.
Donc il y a des choses très, très fines et qui permettent de faire des choses intéressantes pour nos étudiants. Puis c'est vraiment des choses faciles à mettre en place. Voilà, donc les deux logiciels que moi je vous conseille pour la vidéo interactive, donc c'est celui-là et des puzzles, donc les deux sont gratuits, et puis H5P qui permettent de faire là aussi. Chacun, on n'a pas besoin de faire un compte pour l'étudiant, on peut tout de suite travailler dessus. Quoi. Ouais. Ça, je pense que c'est positif. Alors, je vous présente encore un autre logiciel qui est un tout petit peu, qui serait en fait théoriquement presque dans la première catégorie, s'appelle Explain Everything. Ça existe et sur Android et sur iOS. Ça permet en fait de faire des animations, des PowerPoint animés. Alors je vous montre directement depuis le logiciel. Donc, ça permet, si vous voulez, ça permettrait par exemple de, si je reprends ma présentation PowerPoint d'aujourd'hui, donc en bas, donc c'est un petit peu comme un logiciel de cinéma, enfin de vidéo. Donc ici, j'ai par exemple, j'ai déjà inséré les diapositives par PowerPoint, donc je les ai importées par ma présentation PowerPoint, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, voilà, ce qu'on a vu. Voilà, par exemple ici. Et puis je peux simplement cliquer sur le bouton rouge pour enregistrer. Et puis à partir de là, j'enregistre mon cours et puis je peux simplement parler, je peux annoter mon cours par exemple, voilà, donc ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de la coupole. Voilà. Et puis ici le minaret. Et donc ça veut dire que si on a un minaret, ça veut dire que c'est un bâtiment qui est lié à l'islam, hein, c'est un mausolée en fait, mausolée de la femme d'un des grands rois de la période mongole. Et puis dès que j'ai terminé, hop, je peux enregistrer, je peux écouter. Et puis à partir de là, j'enregistre mon cours et puis je peux simplement parler, je peux annoter mon tour par exemple. Voilà. Puis l'avantage, c'est comme c'est un logiciel vidéo, je peux tout retravailler après. Et puis ici le minaret, donc ça veut dire. Et puis l'autre truc à la fin, hop, je peux bien sûr enregistrer mon projet. Et puis je peux tout de suite l'exporter sur YouTube directement, si je considère que c'est bon. C'est-à-dire que l'étudiant, il revient à la fin, à la maison, il a le cours qui est enregistré, qui est déjà prêt. Il sait encore écrire après. Hein? J'ai dit, il sait encore écrire après. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est simple d'utilisation, et puis je peux très bien aussi retravailler le son, etc. Et puis vous voyez que... Alors, et puis je peux reprendre donc, ma présentation PowerPoint, je peux la réintroduire, et ça je l'ai fait plusieurs fois avec des étudiants. Alors j'ai préparé, pas forcément les cours en direct, mais j'ai retravaillé des cours à la maison, et puis j'ai donné ça comme résumé sur certains sujets, par exemple sur le stalinisme. Et là les étudiants, chaque fois ils disaient « Ah monsieur, est-ce que vous faites nouveau un cours de cette manière-là » Parce que on peut faire des modules très courts, hein. On sait que maintenant il faut faire des modules qui ne soient pas trop longs pour que les étudiants soient attentifs. Et puis là, c'est quelque chose qui est assez bien. Alors, donc ça existe et sur les tablettes Android et sur les tablettes iOS. Donc là, il faut des tablettes, on ne peut pas le faire avec les ordinateurs. Par contre, on peut les visionner sur les ordinateurs, mais pas les réaliser. Hein. Donc, moi, j'avais fait quelque chose que j'avais fait avec justement sur la période, sur le stalinisme. Mais effectivement, le résultat que vous mettez sur YouTube, Pardon? Après, on peut le voir. Exactement. Et après, on peut l'intégrer aussi, on peut le mettre par rapport à la plateforme qu'on a, etc. Et surtout, l'avantage, c'est que, alors si on le fait en plus pendant le cours, c'est un gain de temps énorme. Et puis, au niveau de la qualité, alors c'est pas une qualité professionnelle et tout, mais très souvent, je pense que ça suffit pour nos étudiants. Qu'est-ce qu'on veut. Et donc, ça permet aussi, par exemple, pour les enseignants de langue
qui doivent raconter toujours la même chose sur les... Je pensais aussi quand même un peu aux enseignants de maths. On peut quand même, par exemple, ceux qui ont une belle écriture pour faire à la main les démonstrations de résolution d'équations, ça permet de faire des choses assez rapidement. Puis après, on peut ajouter, hein, là j'ai introduit ma présentation PowerPoint ici, mais je peux aussi ajouter du son, je peux ajouter des photos, je peux ajouter des vidéos, même des équations mathématiques, je peux faire des liens avec des sites web, etc. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Et puis il y a une autre version du logiciel où on peut, en fait, ce serait pour un étudiant, alors peut-être que pour vous qui avez peut-être travaillé avec des étudiants un peu... Moi, mes élèves de 12 ans utilisaient Explain Everything pour faire leur propre capsule. Alors par exemple, exactement, donc vous aviez aussi fait des capsules, pas avec Explain Everything? Non, avec des faux PowerPoint ou simplement avec du screencast. Oui, tout à fait. Donc là, en effet, je pense que ce serait des choses qui seraient bien, parce que ça permet de gagner du temps pour tout le monde. Hein. Puis les étudiants, ils sont très motivés à faire ça. Oui, non, d'accord, mais... La différence, c'est que moi, j'utilisais pour créer des bases d'exercices. D'accord. Où après, ils peuvent prendre la tablette et puis eux-mêmes manipuler des étiquettes, par exemple pour l'apprentissage de la lecture, où ils vont manipuler les étiquettes parce qu'on peut les créer en avance et on peut les déplacer. Et en fonction de la voix, on peut leur indiquer des consignes aussi pour déplacer, créer une phrase, ajouter d'autres exercices. Alors, il y a une autre version du logiciel, toujours Explain Everything, où en fait, on peut avoir des tablettes interactives. Donc, on peut être à distance. Et puis en plus, alors je l'ai fait une fois avec une amie à Moscou, et puis ça fonctionne très bien. Bon, il faut un Wi-Fi un petit peu qui suive, mais ça fonctionne bien. Et puis on peut même, alors c'était pour expliquer la situation de la guerre en Syrie. Voilà, donc, mais simplement. C'est compliqué. Donc en fait, je l'avais fait de la manière suivante. La partie tablette. Donc j'avais fait par téléphone avec elle, mais avec la tablette par internet. Donc elle pouvait suivre mes développements. Alors là, je l'ai un petit peu mal fait, mais on pourrait en fait garder après toute la séquence aussi enregistrée pour la revoir par la suite. Donc voilà, ça c'est aussi un logiciel qui, alors c'est peut-être pas dans le cadre de l'enseignement en présentiel, mais qui peut être quelquefois assez intéressant. À la limite, entre deux enseignants qui veulent préparer un cours, voilà, j'ai une question pour les enseignants, pour les maths, je pensais toujours, quand on a les choses sous les yeux, on voit mieux, on peut mieux expliquer, tandis que quand on est simplement par la parole. Donc ça c'est aussi et ça fonctionne vraiment très très bien. Puis là aussi on peut préparer les choses à l'avance, hein. On peut mettre plusieurs diapositives, et puis après parler. Donc j'avais préparé à l'avance les diapositives, et puis après quand je lui ai téléphoné, j'ai dessiné sur la carte les choses. Donc on peut aussi ajouter bien sûr un certain nombre d'outils. On peut ajouter des fichiers, on peut ajouter des cliparts, des vidéos, des images, des sons, des formules de mathématiques aussi. Alors, on le voit ici, on ne le voit pas là parce que voilà, c'est un peu ce genre d'outils qui montrent pas un peu les outils qui sont à disposition. Voilà. Alors ça c'est aussi un outil que je trouve très simple d'utilisation, et là aussi ça permettra aux enseignants de faire des petites capsules de manière relativement simple. Après, et puis je vais grosso modo terminer par ça. Donc je vous mettrai quand même tout ça à disposition, donc la présentation PowerPoint à disposition. C'est le dernier outil que je voulais présenter. Voilà, ça c'est juste des copies d'écran pour montrer. Voilà, c'est le logiciel Nearpod qui est particulièrement intéressant. Alors ça c'est, alors là vous pouvez aussi tout de suite vous connecter sur nearpod.com. Alors là aussi il y a des outils qui existent déjà, donc mais on peut passer simplement par internet. On n'a pas forcément besoin de l'application directement, mais il y a des applications qui existent. Et puis je vais faire un exemple. Alors je vous montre comment ça fonctionne.
Donc il faut en fait activer la présentation. Donc là, ça c'est l'outil que j'ai. Puis maintenant, je vais mettre Live Lesson. Puis maintenant, vous allez justement pouvoir vous connecter en mettant ce code-là, HDSBI, donc learpod.com. Vous avez un endroit où c'est marqué le code à mettre, tout en haut. Donc HDSBI. Je m'excuse, non, le nouveau code, je m'excuse. VJXDZ. Oui, parce que j'ai pas fini cette section, je m'excuse. VJXDZ, voilà, vous l'avez là. Donc, vous voyez qu'il y a tous les outils pour après envoyer ces codes, parce qu'on peut aussi le faire en pédagogie inversée, aussi à la maison, donc pas besoin que ce soit uniquement en présentiel. Non, après il va vous demander. Ça joue? Attendez. Mais ça, c'est juste pour ce soir, ce code-là, pour les gens qui... Alors voilà, pour ce soir, oui. Alors là, vous avez une première question, principe. Oui, il est toujours noté en haut. VJXDZ. Voilà, vous pouvez mettre votre nom. Voilà. Donc il vous demande votre nom. C'est simplement pour que l'enseignant sache qui c'est qui va répondre. Voilà, vous avez là, j'ai maintenant Carole, David 2, Mélan. Alors là, on est toujours le code, il est là, donc je vais le mettre en grand. On va voir peut-être. VGXDZ. Donc ça fonctionne aussi sur les téléphones mobiles. Et puis l'avantage, c'est que c'est l'enseignant qui donne les slides sur l'ordinateur. Et donc se dire que, en principe, l'étudiant il est plus ou moins obligé de suivre. Bien sûr, il peut faire un contrôle, c'est ailleurs, mais il suit. Puis là, vous avez donc en première, ça c'est un nouvel outil. Vous pouvez mettre les objectifs. Voilà, donc là, ça met des petits post-it sur. Donc là aussi, c'est intéressant pour un travail collaboratif. On peut poser d'autres questions. Là, j'ai mis quelle est votre fonction. Mais on peut aussi dire quelle est votre attente du cours. Puis chacun met ses attentes. On peut même mettre des images. Ça joue? Ouais. Donc là, tu peux mettre. Oui, tu l'as mis. Exactement. Vous pouvez mettre votre nom, etc. Ça permet de lancer des discussions, de donner leur point de vue. L'avantage toujours de ces logiciels, enfin, une chose qui me paraît très importante, je ne l'ai peut-être pas suffisamment signalé au début, c'est que ces outils, ils obligent tous les étudiants à travailler, à répondre aux questions. Vous savez très bien que quand on donne un cours après 2 ou 3 leçons, c'est toujours les 2-3 mêmes qui répondent aux questions, parce que c'est ceux qui s'intéressent au cours, ou bien qui savent et donc qui se mettent en avant, etc. Tandis qu'avec des outils comme ça, on oblige plus ou moins à tout le monde à répondre. Il va peut-être répondre faux, mais intellectuellement, il doit essayer de répondre à la question. Et ça, c'est, je pense, l'apport pédagogique essentiel de ces TIC, c'est, indépendamment de l'aspect technique, etc., c'est qu'on pousse les gens à travailler. Donc ils ne deviennent pas spectateurs, ils deviennent acteurs de leur apprentissage. Mais le problème, quand vous avez parlé au début, vous aviez 80% d'élèves qui avaient un équipement et 20% qui n'en avaient pas. Oui. Qu'est-ce qui se passait avec ces 20? Alors justement, ici par exemple, Nearpod, alors on peut utiliser les téléphones mobiles par exemple. Donc là, il y a pratiquement 100% des étudiants qui ont un téléphone mobile. Donc là, on peut, par exemple celui-là, il existe aussi sur téléphone mobile. Donc on peut, donc ça joue. Et puis celui-là,
celui-là, on peut même faire, je l'ai fait avec des classes, on peut exporter en format PDF, y compris les questions qu'on a posées. Alors bien sûr, il manque l'interactivité, mais il y a quand même les questions. Et donc on peut distribuer au début du cours un fichier PDF aux étudiants. C'est pas aussi bien que, mais il y a quand même une petite compensation. On peut quand même faire quelque chose. C'est un des rares logiciels que j'ai vu qui permet cette fonction. Mais dans les autres cas, pendant cette année, vous avez testé, parce que là, c'est quand même oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors justement, c'est un des critères qui fait que ça a été moins utilisé, ou bien qu'il fallait trouver des logiciels qui permettaient justement d'utiliser les téléphones mobiles. Mais l'autre point, j'y reviendrai un peu si vous avez des questions, c'est que pour finir, il n'y a pas tous les enseignants qui ont utilisé les tablettes pour des raisons que je vais encore expliquer. Donc là, il y a le côté des étudiants, il y a le côté des enseignants aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait presque que tous les logiciels soient fonctionnels avec des téléphones. Maintenant, on voit bien tous les étudiants, ils prennent de plus en plus des téléphones qui soient grands au niveau des écrans, parce que justement, il y a plus d'applications, et je pense que c'est aussi un bon argument en tant qu'enseignant, puis vis-à-vis de nos collègues parents, de montrer que le téléphone peut servir à autre chose que simplement à utiliser Facebook. Donc il y a des outils comme Quizlet, je n'ai pas parlé ce soir, mais je pense relativement connu. On peut faire des flashcards, on peut faire apprendre du vocabulaire ou des mots par cœur, etc. qu'on peut mettre sur les téléphones, qui sont aussi des choses qui sont déjà pratiquées dans beaucoup d'écoles. Alors voilà, donc par exemple, voilà, il y en a même un qui a ajouté une photo, voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez sympa. Et puis, alors je passe au suivant, donc là on peut faire une présentation, donc là aussi on peut importer très facilement des fichiers PDF, donc c'est ce que j'avais montré tout à l'heure, voilà. Et puis après, alors maintenant il y a de plus en plus d'outils, alors c'est pas encore tout à fait, on peut, vous voyez, mettre des trucs de virtualité avec 360 degrés, puis ça vous pouvez aussi voir sur votre alors on ne peut pas encore mettre n'importe quelle image, c'est un format, alors ça c'est peut-être plutôt pas pour la formation professionnelle, mais peut-être pour le primaire, mais ça permet d'avoir des outils, des choses un peu interactives et un peu multimédia pour nos étudiants. Voilà, puis là on vous pose une question. Puis là, vous voyez qu'on va tout de suite voir les réponses. Voilà, exactement. Il y en a qui font exprès de... Oui, non, c'est pas important, c'est juste pour vous montrer les possibilités. Il y en a qui font exprès de répondre juste. Bon, là, théoriquement, c'est vrai qu'il faudrait cacher les réponses, parce qu'il y en a certains qui pourraient attendre de voir lesquelles. Voilà. Mais c'est juste pour vous montrer les possibilités. Là, on devrait cacher. Moi, la première fois que vous m'aviez montré ça, j'avais attendu. Ah. Oui, c'est pas grave. Voilà, maintenant, deuxième question. Quel type de monument? Il est fatigué. C'est quoi, c'est rapide? On a aussi, à la fin de la séance, on reçoit aussi un rapport par écrit automatique qui donne les réponses de tous les étudiants. Donc on a vraiment un suivi qui est assez intéressant. Ouais, donc c'est un mausolée, hein, un type de monument. Alors juste petit élément qui est intéressant aussi dans ce logiciel, Nearpod, c'est que, donc là vous avez aussi une vue, vous pouvez ajouter des modèles 3D. Voilà, toujours Taj Mahal. C'est aussi, alors là, on n'a pas encore un choix totalement indéfini, hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu. Là, c'est peut-être ça, c'est un peu des gadgets, mais c'est un peu pour vous montrer un peu dans quelle direction on peut aller. Il n'a pas chargé. Ouais. Les élèves ont une tablette tout à fait à la mode. D'accord, peut-être. Alors, ouais, il faudrait voir ça. On peut pas prendre les graphiques 3D. Ouais. Bon. Alors là, maintenant, aussi, vous avez au principe une carte
et puis vous devez dessiner sur la carte par où passe la route de la soie. Voilà. Puis là aussi, ce qui est intéressant pour moi, l'enseignant, c'est que chaque fois que quelqu'un aura fini, la carte va s'afficher ici. Donc il y a un feedback extrêmement riche qui va se faire. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui répond, voilà. Puis si je veux avoir le détail, je clique dessus et puis j'ai en grand le détail de la personne. Voilà, il dessine. Mais ça veut dire que vous voyez que les possibilités, là aussi, c'est de nouveau, tout le monde travaille. Et moi, en tant qu'enseignant, je peux voir qui c'est qui participe. Donc là aussi, on pourrait aussi imaginer des équations mathématiques, on peut imaginer des textes avec ou des analyses d'images, etc., etc. Alors, l'autre élément très intéressant de ce logiciel, vous voyez que j'ai en haut à droite ici « Add activité ». Donc, je veux dire que je peux même encore maintenant ajouter des questions. Donc, je veux dire que je préparais quelque chose à la maison et j'ai encore la possibilité de poser des questions qui me viennent en tête parce qu'il y a une discussion. Donc, je peux encore ajouter de l'interactivité à l'intérieur du cours. Donc, ça, c'est aussi, je trouve, assez intéressant. Et puis, l'autre avantage, c'est que c'est l'enseignant qui décide quelle diapositive l'étudiant a. Voilà, là c'est plutôt un sondage. Là, il y a l'outil sondage. Voilà, alors je continue. Et puis voilà, c'est un petit peu là, j'avais ajouté d'autres diapositives. Voilà, c'est un petit peu la fin du document. Alors, ça c'est, j'ai déjà présenté à plusieurs enseignants. Et là, c'est un logiciel qui a vraiment beaucoup de succès parce que, donc là, je vais quitter. Et puis, j'ai la possibilité, donc, dans ce logiciel, vous voyez que j'ai la fonction Live Lesson, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai aussi la possibilité de faire Student Past, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'étudiant peut le refaire à la maison. Et avec le code, il va arriver directement sur cette leçon, et donc il peut aussi refaire ça à la maison. Donc là, il prend votre code et il reprend ce code, mais là aussi j'aurai toujours les réponses des étudiants, mais il peut le refaire à la maison. Puis on sait qui c'est. On sait qui c'est, exactement, qui l'a refait, etc. Donc on a les deux, soit en présentiel, soit la version base, elle est gratuite, mais on évite dans la fin, parce que toutes ces options-là, une partie des options, en effet, sont payantes. Voilà. Moi, la version gratuite, elle me frustre. Oui, tout à fait. Alors, c'est clair que moi, j'ai la version payante. Hein. Alors là aussi, je pense qu'il faut envisager qu'au sein d'une école, on prenne une licence scolaire. Je pense que la plupart des écoles sont ouvertes à ça, à condition que ce soit utilisé. Mais la licence pour une école, c'est quoi? Je ne sais pas exactement. C'est je pense en nombre d'utilisateurs. Mais il faudrait voir. Mais voilà. Et puis l'autre possibilité, ça nous intéresse un tout petit peu moins en tant que francophone, c'est qu'en fait, il y a tout un répertoire de leçons qui existent déjà. En partie sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Donc c'est des enseignants américains qui ont déjà fait des choses. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir par exemple ce cours-là, puis on vous met les objectifs, hein, vous voyez. Et puis vous avez la possibilité, avant de l'acheter, car certains sont, c'est pas très cher, c'est qu'à 5 francs, 10 francs, comme ça, possibilité de voir ce cours. Donc il y a déjà des choses qui existent aussi. Hein. Mais bon, ça nous concerne moins, puisque très souvent pour des niveaux scolaires plus bas, puis c'est en plus en anglais. Voilà, mais ça c'est, je trouve, un très très bon logiciel, parce que là on a vraiment... Alors, ce qui manque peut-être, ce serait la possibilité pour l'étudiant quand on prend des notes,
à côté. Peut-être. Mais c'est à se poser là, c'est une question à poser. Mais le logiciel évolue toujours, et puis c'est extrêmement simple d'utilisation. Hein. Si je vous montre comment on fait. Donc là, ici, simplement, je vais sous éditer. Et puis, après, je peux simplement ajouter des... Alors, voilà, là, j'ai toutes les diapositives, un peu comme un PowerPoint. Je peux déplacer diapositives facilement. Je peux ajouter des slides. Et là, je peux soit ajouter du contenu. Donc, par exemple, Nearpod 3D, c'est ce qu'on a vu avec le Taj Mahal qu'on pouvait voir à 360, en 3D, mais aussi en 360 degrés. Voilà, Field Trip. Ça, c'est à 360 degrés. Donc, voilà, j'ai pris ici voilà, le Taj Mahal. Voilà. Donc, on pourrait aussi voir avec les lunettes en virtuel. Voilà. Et puis, on peut utiliser S-Way, c'est Microsoft qui a fait ce logiciel. Donc, on peut aussi intégrer, c'est une espèce de PowerPoint qu'on peut mettre sur Internet. Donc, on peut mettre des slideshows. Et puis, dans les activités, donc vous avez des questions ouvertes, vous avez le sondage, c'est ce qu'on a fait à la fin. On a quiz, le dessin, on se souvient avec la route de la soie. Collaborate, c'est ce qu'on a vu au début quand j'ai dit quelle fonction vous avez. Il fallait mettre sur le tableau. Vous voyez des textes à trous, tests de mémoire pour placer les choses. Donc, et puis il y a toujours des choses qui sont ajoutées. Hein. Vous voyez là les contenus, ça c'est des choses nouvelles. Les slides animés, ça je n'ai pas utilisé, mais des slides animés qu'on peut faire. Puis c'est extrêmement simple, c'est drag and drop. On ajoute les documents. Donc c'est vraiment les outils avec les compétences en PowerPoint, on s'en sort. Hein. On peut même, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais reprendre notre présentation PowerPoint, l'importer dedans, exactement. Et la retravailler. Tout à fait, exactement. On parle de rien. En fait. Ouais, vraiment, on importe le PowerPoint ou du PDF, et puis ça s'intègre. Puis maintenant, ils ont vraiment fait un très bon travail, c'est une très bonne qualité. J'utilise le logiciel déjà depuis 2-3 ans. Enfin, et c'est vraiment... Et puis là, avec les étudiants, ça fonctionne bien, parce que vous voyez, il n'y a pas besoin d'installer un logiciel spécifique. On peut, mais on n'est pas obligé. Et puis en 2 minutes, on travaille. On donne le code, vous allez sur tel site, on donne le code, puis on travaille tout de suite. Vos étudiants travaillent sur leur portable? Alors, ils peuvent travailler sur portable, soit sur les tablettes ou sur les ordinateurs, il y a tout. Alors, donc, ça veut dire que si on fait sur les téléphones mobiles, il faut aussi prévoir que les tests, les questions sont pas trop riches. Pas que, y ait pas, par exemple, la question sur la route de la soie, on ne pourrait pas faire sur un téléphone mobile, par exemple. Trop petit, hein. Je pense que c'est un peu trop petit. Ou bien il faudrait indiquer des choses. Quoi. C'est pour ça que j'ai fait faux. Mais vous faites comment, vous? Moi, j'ai juste une question, parce que chez nous, les téléphones mobiles, ils sont bannis des cours. Vous avez des autorisations par rapport au règlement de l'école? En fait, ça va changer. Oui, en fait, c'est que la plupart des classes, en principe, c'est qu'on met dans un panier à l'entrée. Et puis, si vraiment ils ont besoin, à ce moment-là, on demande. Mais ça dépend aussi un peu des enseignants. Maintenant, dans le... Alors, je faudra que je fasse la photocopie de la charte. En fait, maintenant, ils ont la possibilité d'utiliser les ordinateurs portables en cours, mais en demandant à l'enseignant. Et puis là, à partir du mois d'août, on aura du Wi-Fi dans toutes les salles. Donc là, la situation va un petit peu changer. Et là aussi, ce qu'on aimerait faire, en tout cas ici à Payerne, je pense qu'à Yverdon, on fera la même chose, je ne sais pas. Ce qu'on veut, c'est former les enseignants à un certain nombre d'outils, parce que là, quand j'ai fait cette formation à propos des tablettes, c'était seulement les enseignants qui s'occupaient de cette classe-là. On n'a pas formé les autres enseignants. Et donc l'idée, c'est que quand on va introduire le Wi-Fi, c'est de former les enseignants pour leur dire qu'est-ce qu'un étudiant peut faire avec sa tablette ou avec son ordinateur quand il est au cours, autre que d'être sur Facebook. Parce que bien sûr, le but, c'est pas de ça. Et c'est aller un petit peu dans cette direction. Parce que là aussi, l'enseignant, il y a beaucoup d'outils, il peut faire avec depuis l'ordinateur central. Tout ce que je vous ai montré ce soir, à part Explain Everything, tout le reste, on peut le faire à partir de l'ordinateur portable sur PC, et puis les étudiants répondent avec le téléphone, etc. Donc, on peut faire des tas de choses d'une main. Donc, j'essaie de vous montrer des outils qui sont multi-terrain, multi-plateforme, multi-système. Mais là, avec vos élèves, vous n'auriez pas pu aller en salle informatique, par exemple, s'il y avait un manque de matériel? Oui, on pourrait, mais justement, c'est pas l'idée. L'idée, justement, c'est quand on fait... C'est là que je crois la plus-value de ce genre d'outils comme les tablettes, les ordinateurs portables. L'idée de transmettre à l'étudiant, surtout on a une formation d'emploi et de commerce, d'économistes, des gens qui font une maturité professionnelle,
l'idée c'est que ça devrait devenir leur outil professionnel. Où ils vont consulter, ah oui, tel mot, je ne le connais pas, au lieu de déplacer pour chercher d'ouvrir le dictionnaire, je consulte le dictionnaire sur la tablette, je vais vérifier une information, ah l'enseignant il a dit sur cette statistique, ah j'y crois pas, je vais vérifier sur internet qu'est-ce que ça donne, et puis après je fais un dialogue avec l'enseignant sur certaines choses pour voir pourquoi telle statistique est meilleure que d'autres, etc. Et donc ça devrait être un outil, et donc on devrait transmettre aussi des compétences sur l'utilisation de ces outils. Donc, comment est-ce qu'on analyse un site web, où est-ce qu'on cherche les informations, et puis là avec des outils comme on vient de voir ce soir, ben, on peut amener aussi les étudiants à mieux travailler, à mieux apprendre, je crois. Voilà, alors je ne sais pas si je vais vérifier maintenant, je reviens avec Padlet. Alors il y a des tas d'autres outils que je pourrais... Ah oui, ce que je voulais qu'on vous montrer, c'est le livre numérique. Alors donc l'année prochaine, c'était février-mars ou bien mars-avril? Février-mars. Janvier-mars? Non, février-mars. On va faire un cours à l'IFFP pour la création de voilà, c'est un logiciel qui permet de faire des... donc là, c'est un livre numérique. C'est quelque chose que je suis en train de faire sur la guerre froide. Et puis, là, on peut intégrer aussi des outils interactifs. Donc là, par exemple, ça, c'est des questions. Donc là aussi, par exemple, sur plan Marshall, voilà, Turquie, on voit les réponses, puis on vous donne le score. Et puis, l'autre truc qui est bien, vous vous souvenez, le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure, Widget, Book Widget, ben là, par exemple, je peux l'intégrer, vous voyez, Book Widget, je peux intégrer le questionnaire que j'ai fait tout à l'heure, alors c'est pas celui qu'on a fait, mais je peux intégrer un questionnaire directement dans ce logiciel. Donc là, par exemple, là, les étudiants répondent. Voilà, et puis, là, nouveau, les réponses sont envoyées à l'enseignant. Donc c'est le même outil, j'ai rien à changer, je dois juste l'exporter, puis l'importer dans mon fichier. Donc là, l'idée, c'est de créer votre manuel de cours. Exactement. En étant interactif avec d'autres logiciels que vous nous avez montrés. Par exemple, oui, c'est-à-dire que... alors, il y a des choses qui sont déjà... Il y a des liens qui révèlent à l'extérieur. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Mais on peut... L'autre avantage, en fait, de ça, par exemple, c'est qu'on peut intégrer des éléments interactifs, comme par exemple des vidéos. Donc là, par exemple, des vidéos sur YouTube qui sont sur... voilà, sur une émission d'histoire qui était connue, Alexandre Adler, un historien assez connu qui vit toujours et qui présente voilà, les choses. Donc là, puis là, ça permet les étudiants de voir ça de manière individuelle à la maison sans qu'on soit obligé de présenter en cours. Il y a aussi des émissions, on peut aussi ajouter des émissions radio très très facilement. Et puis on peut surtout mettre à jour, il suffit de mettre sur un serveur Dropbox, par exemple, le fichier, et les gens peuvent le mettre à jour très facilement. Et là j'utilise la version gratuite, et on peut vraiment faire, et en plus, on peut exporter pour Android, pour iOS, pour Windows, pour macOS, pour toutes les plateformes. On peut même exporter en Word et puis en PDF, et là, bien sûr, on perd l'interactivité ou les fichiers vidéo. Et puis surtout, vous voyez que vous avez un menu. Comment il s'appelle ce logiciel? Ça s'appelle Kotobi. Kotobi. Et puis bee.com. Et puis on peut, par exemple, vous avez ici un petit bookmark, donc vous pouvez sauvegarder des pages, mais surtout, vous pouvez, par exemple, mettre des notes sur chaque page. Et puis ces notes vont être conservées, si vous les gardez. Puis après, vous avez un carnet, vous avez toutes vos notes. Donc c'est ça que un livre numérique, il doit avoir une plus-value par rapport à la version papier. Et donc la plus-value, ça peut être justement des questions, où on a tout de suite les réponses, ça peut être justement des éléments multimédia, et puis ça peut être justement la prise de notes directe. Et les éléments, quand vous faites les liens, est-ce que parfois le lien ne pourrait pas disparaître parce qu'il y a une mise à jour? Alors bien sûr, il y a toujours, on est dans le domaine de l'informatique, il y a toujours ces risques-là. Alors par exemple pour la vidéo, il y a les deux... Non, vous avez raison de poser la question. Pour les liens vidéo, vous avez les deux possibilités. Soit vous faites un lien
vers une plateforme YouTube ou autre pour la vidéo, et à ce moment-là, vous économisez de la place sur le logiciel, ou bien vous pouvez intégrer la vidéo dans le logiciel lui-même. À ce moment-là, vous n'êtes pas confronté au besoin d'accéder à Internet à la maison. Par exemple, là, j'ai pas mal de fichiers audio. Vous avez des émissions à la radio France Culture sur la guerre froide, par exemple là. Donc là, ça, par exemple, je les ai intégrés directement dans le Puis ça permet vraiment à l'étudiant d'avoir, ça c'est des petites capsules de 5-6 minutes, comme ça, sur les grands sujets de la guerre froide, et puis ça permet d'avoir des gens très compétents qui racontent des choses, puis là on pourrait aussi mettre des questions après qu'ils aient écouté ces capsules. Et au niveau des droits? Alors, à partir du moment où on fait un lien vers une émission radio, on est sur Internet. Et puis comme tu disais, sur le droit suisse, on discutait le jour. On est bien couvert dans le sens. L'éducatif. Ouais. Si je devais vendre ça, là j'aurais des problèmes. Donc vous pouvez même reprendre les boucles de films. Ouais. Donc là, vous le faites, c'est gratuit pour... Voilà, je le fais comme un document de cours. De toute façon, je ne pourrais même pas vendre ça parce qu'en tant qu'enseignant, ça fait partie de notre... Oui, non, je comprends, mais là, c'est un travail quand même très bon. Oui, tout à fait. Et là aussi, je pense qu'il faut que les enseignants travaillent ensemble, et puis parce que c'est un partage, et puis on va être obligé d'avoir des documents de ce type-là, parce que nos étudiants, si c'est juste du papier, vous avez tous fait le test, quand vous faites un QCM sous forme papier ou sous forme avec des tablettes, il y a une motivation malheureusement un peu différente. Jusqu'à la génération d'après. Voilà, exact, jusqu'à la génération d'après, mais j'aurais peut-être que la génération d'après, il y aura d'autres choses qui auront apparu. La puce. Vous disiez que c'était gratuit, mais j'ai que du payant, moi. Alors en fait, il faut pour Kotobi, en fait, il faut s'inscrire, mais après, on reçoit un code, mais qui est en fait un logiciel gratuit. Mais il faut s'inscrire. Il y a un code qui est donné, mais c'est un code gratuit. Puis après, si on veut enlever, il y a quand même certains avantages. Il y a comme une partie, si on veut, qui aurait besoin d'être payante, mais pour le moment, vraiment, on n'a pas, c'est pas comme avec Nearpod où il y a des fonctionnalités supplémentaires. Là, simplement, il y a des noms du logiciel qui disparaissent. Vous pouvez mettre votre logo, des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc maintenant c'est e-book, vous faites des mini-séquences, oui. Vous voyez par... vous mettez en lien sur Dropbox. Voilà, et puis, ils vont les chercher. Exactement. Voilà. Donc là, je n'ai pas encore donné aux étudiants, et je n'ai pas encore fini cette séquence. C'est du livre en fait. Oui, on pourrait le diviser en chapitres, tout à fait. Alors, ça dépend. Là, peut-être que je vais donner l'entier, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore tout à fait fini cette séquence. Si jamais, donc 5 février, 5 mars, c'est 2 lundis. Donc dans une année. En 2018, monsieur Algoer nous organise un cours. Si vous êtes intéressé, je ferai de toute façon de la pub sur les nombres optiques pour celles et ceux qui veulent s'inscrire. Les inscriptions à l'IFEP vont bientôt être ouvertes, donc dès qu'on a les inscriptions. Mais évidemment, pour qu'ils soient ouverts, il faut qu'on soit au minimum 6. C'est où, à Lausanne? Oui, ce sera à Lausanne. Vous avez parlé que vous avez fait une formation auprès des enseignants à Bayern. Oui, mais les enseignants qui ont participé au projet, ouais. Parce qu'on a fait quelque chose d'assez personnel comme ça. Mais ce qui nous a manqué, pour répondre à votre question, parce que vous allez sur ce sujet, ce qui a manqué, c'est que après le projet a pas aussi bien fonctionné que ce que j'espérais, mais c'est toujours quand on est persuadé que quelque chose fonctionne, c'est pas évident toujours de motiver les enseignants, parce qu'en fait on avait le Wi-Fi que dans cette salle. Et puis donc l'accès au beamer seulement dans cette salle. Et donc un enseignant qui prépare un cours, il ne va pas le préparer que pour une salle ou que pour une... Et donc alors, ça freinait. Et puis après, je pense que c'est très important, c'est que la formation des enseignants, ça ne suffit pas. Il faut après les suivre et les accompagner. Parce que c'est quand même... Les enseignants ont peur d'être devant la salle puis que ça ne fonctionne pas. Ouais, et donc il faut les rassurer, il faut un petit peu les aider, et puis il faut aussi un petit peu les motiver à suivre. Donc il faut un suivi, et ça on n'a pas mis assez en place.
Je pense que l'expérience montre qu'il faut que les gens aient un suivi, qu'ils sachent, un peu comme quand il y a le service informatique, quand l'ordinateur ne fonctionne pas, vous pouvez téléphoner, vous pouvez écrire, faire un ticket. Là, il faudrait pouvoir faire un ticket pour qu'il y ait un support pédagogico-technique sur ces logiciels. Il faut un peu pouponner, canaliser les enseignants. Après, ça va fonctionner, c'est juste au début. Une question de confiance pour ça, puis échanger les pratiques, dire comme on fait un peu ce soir, mais à l'intérieur de toute une école. Ouais, puis d'une branche à l'autre. Il y a des grandes différences, voilà. C'est clair. Justement, on constate par exemple que les enseignants de langue, comme il y a eu le boom du DVD il y a quelques années, des laboratoires de langue, etc., les enseignants de langue ont un peu de la peine, pas tous, pas généraliser, qui a fait de la peine à entrer sur une nouvelle technologie, parce qu'ils se disent, voilà, il y a 5 ans ou 10 ans, je me suis formé à l'utilisation des audios, etc., ça me suffit, et ils ont fait un peu de la peine à entrer dans... Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, en tout cas c'est ce qu'on constate un petit peu ici, quoi. Voilà, je n'aurais plus ou moins terminé, je peux dépasser bien sûr le temps, mais voyez que maintenant je reviens à ma présentation, la Padlet avec l'introduction, voilà, donc il y a une question, voilà, qu'est-ce que ça représente TIC, donc c'est les technologies de l'information et de la communication, et puis explication sur la configuration pour l'utilisation de la tablette lors de la présentation. Alors la personne qui a posé cette question, vous peut-être un petit peu préciser cette question, c'est les éléments techniques. Oui, comment tu fais avec ta tablette? Alors, ma tablette, en fait, elle est connectée à une Apple TV. Puis l'Apple TV est connectée en fait au Beamer, qui est un Beamer HDMI. Voilà, ça fait ça. Mais il y a l'autre possibilité, qui est quelquefois aussi intéressante, mais à ce moment-là, il y a la possibilité sur PC ou sur Mac, c'est d'ajouter un logiciel sur l'ordinateur. À ce moment-là, il faut que l'ordinateur soit connecté au Beamer. À ce moment-là, on peut connecter la tablette sur l'ordinateur, comme avec l'AirPlay, et puis à ce moment-là, il s'affiche aussi. Mais ça pourrait être, le programme pourrait être sur le... Oui, mais il faut du Wi-Fi. Donc c'est ça le problème. Je l'ai suggéré au service informatique, mais ils ne m'ont pas encore répondu. Mais je pense qu'il faut du Wi-Fi. Il faudrait une borne Wi-Fi dans l'ordinateur, ou du Bluetooth. Je ne sais pas si c'est Bluetooth ou du Wi-Fi. Parce qu'il faut qu'il puisse connecter, il faut que la tablette puisse se connecter à ça. Puis en fait, l'Apple Wi-Fi. Alors il y a aussi, avec Android, en fait ici on a deux boîtiers, on a une Apple TV et un boîtier Android qui permet de connecter les... Parce qu'en fait, le projet tablette qu'on a fait avec des tablettes Samsung Note. Moi j'ai mon appareil là, si jamais, mais on va arrêter. Oui.